Lettre ouverte de l'ancien PDG d'Elf Aquitaine à François Mitterrand. Pas un sou n'a été détourné, affirme M. Chalandon. Plusieurs attentats ont été commis ce matin contre des soldats israéliens au sud Liban où la situation demeure toujours aussi tendue. La bourse de Paris Superstar 1983 restera comme l'une des années records pour les actionnaires français. Et puis après la punition de 6 ans, l'Australie a récupéré hier soir la Coupe Davis. C'est la 25e fois que les joueurs australiens remportent le trophée le plus prestigieux du tennis mondial. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La polémique autour de l'affaire dite des avions renifleurs connaît donc aujourd'hui de nouveaux développements. Après les révélations hier du Canard enchaîné, des révélations dont nous vous avons rendu compte ici même, c'est aujourd'hui Albin Chalandon qui est descendu dans l'arène. L'ancien PDG du groupe Elf Aquitaine s'adresse directement au président de la République dans une lettre ouverte publiée cet après-midi par Le Monde. Nous allons y revenir dans un instant avec M. Chalandon qui a répondu aux questions de Daniel Brem. Mais c'est de l'hôtel Matignon que l'on attend maintenant la principale décision. M. Mauroy va-t-il ou non rendre public ce fameux rapport de la Cour des comptes à l'origine de toute cette sombre affaire? Ce qui est sûr pour l'instant, c'est que le Premier ministre a reçu tout l'après-midi des hommes qui ont suivi ou qui sont concernés par cette affaire des avions renifleurs. Serge Misseret. Pierre Mauroy a reçu aujourd'hui successivement François Giquel, l'homme qui est l'auteur du fameux rapport. Il l'a reçu pendant plus d'une heure. Ensuite, ça a été le tour du PDG d'Elf, Michel Pecker. Mais vous allez le voir, tous les deux sont restés très discrets à l'issue de ces entretiens. Je n'ai pas de commentaire là-dessus. Vous n'avez pas de commentaire à faire là-dessus. Le gouvernement qui prend la décision. Vous avez vu la lettre ouverte de M. Chalandon dans Le Monde? Pas encore, à vrai dire. Pas encore. Monsieur Chalandon dit que l'argent a été bien utilisé, du moins celui qui n'a pas été récupéré. J'ai fait un rapport, ce rapport est examiné par la Cour, a été transmis comme il devait l'être par la Cour au Premier ministre à l'époque, il est entre les mains du Premier ministre, donc cet argent... je suis toujours tenu pour ma part par le secret professionnel. Et le serment que j'ai juré d'observer. Écoutez, vous comprendrez bien que dans les circonstances actuelles et compte tenu de toutes les discussions qui sont en cours sur ce sujet, je n'ai pas de commentaire à faire en sortant de peut-être un seul commentaire. Votre prédécesseur dit que cette affaire porte atteinte au prestige de votre société. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue? Je n'ai pas de commentaire à faire. En tout état de cause, Elf Aquitaine est une maison sérieuse. C'est tout ce que je peux dire. Merci, monsieur. Elle est. Hier déjà, Pierre Mauroy avait reçu le nouveau président de la Cour des comptes, M. André Chandernagor, avec lequel il s'était entretenu sur cette affaire. À partir de demain, M. Mauroy devrait recevoir le président d'ERAP, M. Boisson, de même que Charles Hernu, et M. Emmanueli et Badinter. Le Premier ministre rendra publiquement compte de ce qu'il tire de ce rapport le lundi 2 janvier à 15 h. L'ancien président d'Elf Aquitaine, M. Chalandon, a décidé quant à lui donc de s'adresser directement à François Mitterrand. Il l'a fait dans une lettre ouverte publiée par Le Monde, dans laquelle il demande au président de la République de mettre fin à ce qu'il qualifie de misérable querelle. M. Chalandon dénonce par ailleurs ce qu'il appelle, et je le cite, la campagne d'insinuation et de calomnie lancée par le gouvernement. Alors, on sait que sur les 900 millions qu'ont coûté les recherches consacrées aux avions renifleurs, 400 millions n'ont jamais été récupérés. À la question « Où est passé l'argent ?», écoutez la réponse de M. Chalandon. Le secrétaire d'État au budget, aujourd'hui, M. Emmanueli, a dans ses mains un document qui, à mes yeux, garantit l'emploi de ces sommes et révèle qu'il n'y a eu absolument rien d'obscur. Je l'ai dit, j'ai affirmé sur l'honneur que dans cette affaire, compte tenu de tout ce que je savais, et je pense que je sais tout, tout est parfaitement clair. Oui, mais M. Emmanueli dit qu'il manque des pièces comptables pour que ce soit clair. Je ne sais pas ce que l'on peut appeler une preuve. Je considère que la parole d'un homme qui a eu une très grande responsabilité dans l'affaire précisément, qui a été amené à gérer ses fonds, est un témoignage valable. C'est un banquier? C'est un banquier. Est-ce qu'on ne confond pas secret défense et secret industriel? Bien, ce sont deux choses différentes, mais qui s'ajoutent, si je puis dire. Là, il y avait une affaire de secret propre à des considérations de défense ou de contrat, mais il y a en plus la règle générale du secret pour l'industrie concurrentielle. Il va de soi que dans un laboratoire de n'importe quelle grande entreprise, on lance 10 actions, il y en a 9 qui échouent. En matière de pétrole, on fait 10 forages, il y en a 9 qui sont secs. Alors, on ne va pas faire un drame chaque fois qu'il y a un échec. Et dans la compétition internationale,
farouche à laquelle nous assistons actuellement, eh bien, il faut que les entreprises puissent travailler dans le secret, sinon, si toutes les autres entreprises avec lesquelles elles sont en concurrence ont accès à ce qu'elles font, savent ce qu'elles font, c'est pour elles l'échec assuré. Ne serait-il pas normal que la société mise en cause donne elle-même tous les éclaircissements? Effectivement, elle ne dit rien. Je le déplore, mais si elle ne dit rien, c'est parce que, certainement, ses dirigeants ont reçu l'instruction de ne rien dire. C'est la raison pour laquelle moi-même je parle aujourd'hui. Et ce que je veux dire sur cette affaire, et là-dessus je suis très clair et solennel, c'est qu'il s'agit d'une opération politique et qui apparemment peut donner la satisfaction au gouvernement de faire un carton sur M. Giscard d'Estaing ou sur M. Barre, mais que la véritable victime, c'est, je dirais d'abord l'État lui-même, à travers ses entreprises, et puis c'est l'industrie française. Voici donc pour ces nouveaux éléments du dossier. Reste que ce soir, la polémique se resserre autour d'un point bien précis, ou plus exactement d'une note, celle dont a fait état tout à l'heure M. Chalandon. L'ancien président d'Elf-Aquitaine nous précisait il y a un instant que l'utilisation des 400 millions avait fait l'objet d'une note qualifiée d'incontestable et qui a été remise en septembre dernier au secrétaire d'État au budget, M. Emmanuelli. Et ce soir, eh bien, c'est cette note qui est au centre de la polémique. Paul Amar. Cette note existe, effectivement. Elle se trouve sur le bureau du secrétaire d'État au budget depuis le mois de septembre. Mais elle est, nous a-t-on assuré, très vague et surtout très brève. Au total, 27 lignes. Les indications données pour justifier la dépense de 40 milliards d'anciens francs, investissements, remboursement d'avance, dépenses humanitaires et frais généraux. Indications trop laconiques aux yeux du gouvernement qui aurait voulu obtenir des informations plus précises et surtout des pièces comptables. Mais ce ne sera pas facile. L'auteur de cette note vit en effet à l'étranger, à Fribourg, en Suisse. Il s'appelle Philippe Deveix, c'est le banquier dont Albin Chalandon parle. Il dirigeait à l'époque l'Union des banques suisses. Il a joué un rôle important dans le montage financier de la société. Il échappe donc au contrôle du fisc français, qui ne connaîtra peut-être jamais l'emploi exact de cet argent. La Cour des comptes n'a pas réussi en effet à faire la lumière sur ce point très précis. Et c'est ce mystère qui a contribué à empoisonner le climat et à susciter de nombreuses questions. Apparemment, rien ne prouve que ces milliards aient servi à financer un parti politique. Mais les enquêteurs voudraient bien savoir, par exemple, si des pays, et quels pays, ont pu bénéficier de ces, je cite la note, de ces dépenses humanitaires. La publication éventuelle du rapport permettra-t-elle de répondre à toutes ces questions? Nous le saurons au début de la semaine prochaine. Pierre Mauroy nous dira alors quelles conclusions il tire de la lecture de ce rapport et des entretiens qu'il a eus avec des magistrats et des experts. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette affaire des avions renifleurs, une affaire sur laquelle les scientifiques français restent pour le moment extrêmement discrets. Et puis, du nouveau, dans un autre scandale, cette fois cela se passe en Allemagne, où les autorités ont annoncé qu'elles revenaient sur le dégrèvement fiscal de plus d'1 milliard de francs accordé au groupe Flick en 1970. C'est une péripétie dans l'affaire de corruption dans laquelle est impliqué l'actuel ministre de l'économie, M. Otto Lambsdorff. En France, l'autre information de ce mercredi est d'ordre social avec les suites du conflit chez Talbot. Depuis ce matin 9 h, la direction de l'usine a reçu l'autorisation du tribunal pour faire évacuer les ateliers de Poissy. Mais pour l'instant, les forces de l'ordre ne sont pas intervenues et cet après-midi, la CGT avait appelé à une manifestation devant le siège de Peugeot à Paris. Elle proteste contre la décision de la société automobile Peugeot de céder les parts dont elle dispose chez Talbot. Martine Gilson. Avenue de la Grande Armée, les manifestants, quelques centaines de cégétistes, ont trouvé porte close. Ils ont néanmoins glissé à travers les grilles une pétition demandant à nouveau l'ouverture de négociations chez Talbot. Les manifestants, en tête desquels on remarquait Akagazi, le leader de Grève Passée, et André Saint-Jean, ont ensuite défilé dans le calme jusqu'à l'Étoile. Un seul slogan, non au licenciement. Pendant ce temps, à Poissy, l'usine était calme. À 9 h ce matin, on s'attendait à l'expulsion, mais les forces de l'ordre n'étaient pas là. La journée s'est écoulée de meeting en meeting, ouvert à tous pour la CFDT, à huis clos pour la CGT. Bref, une journée de répit jusqu'à demain peut-être. Cet après-midi, la direction a réuni les syndicats pour leur signifier à nouveau d'évacuer l'usine. Elle leur a annoncé aussi que dès demain matin, 500 salariés de Talbot seraient convoqués pour remettre les locaux en ordre.
Social encore, avec l'annonce de la destruction de 17 000 exemplaires de l'hebdomadaire Les Nouvelles, qui ont été détruits mercredi, donc aujourd'hui, par des militants du livre CGT qui exigent le retour du titre à l'usine de Montsouris de Massy-Palaiseau. Alors, M. Ramsay, qui fait observer dans un communiqué que les nouvelles n'ont jamais été traitées par l'imprimerie Montsouris depuis qu'elles ont changé de formule il y a quelques mois. Comme on pouvait s'y attendre, Yuri Andropov n'est pas apparu pour la session du Soviet suprême. Les 1500 députés du Parlement soviétique n'ont eu droit à aucune explication sur cette disparition prolongée de leur président et ils ont applaudi comme si de rien n'était la tribune d'honneur où l'on pouvait voir le siège vide de M. Andropov. Alors ce soir, les spéculations reprennent de plus belle quant à la santé du numéro 1 soviétique. L'absence de M. Yuri Andropov, mercredi, à l'ouverture de la session du Soviet suprême, n'a surpris ni les observateurs occidentaux, ni l'homme de la rue. Le numéro 1 soviétique n'avait pas assisté non plus lundi et mardi à la réunion plénière du comité central où son discours y avait été lu et distribué. Dans ce texte, justement, Yuri Andropov exprimait ses profonds regrets en invoquant des causes temporaires pour justifier son absence. Une absence qui dure maintenant depuis 131 jours, soit déjà un tiers de son règne. Personne parmi les porte-paroles soviétiques n'ose plus parler aujourd'hui d'un simple refroidissement. M. Andropov est malade, très malade. Mais de quoi? Les rumeurs les plus folles circulent aujourd'hui dans la capitale. Pour certains, le chef de l'État soviétique a dû être hospitalisé. Pour d'autres, il se reposerait tranquillement dans sa datcha du Caucase. Cependant, la thèse la plus plausible est celle d'une grave affection des reins qui aurait nécessité une intervention chirurgicale. Il n'est pas exclu que le numéro 1 soviétique ait été victime d'une grave rechute à la veille de ses importantes assises de fin d'année. Oui, apparemment, M. Andropov conserve bien effectivement le pouvoir. Il a même été désigné ce matin comme candidat aux prochaines élections du Soviet suprême. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure l'agence officielle soviétique TASS. Au sud Liban, 6 bombes ont explosé la nuit dernière dans le port de Saïda, contrôlé par les Israéliens. 2 soldats ont été blessés, de même que 6 Libanais. Ces attentats illustrent la tension qui demeure extrêmement vive dans le sud du pays, après le redéploiement des Israéliens au-delà de la rivière Awali, qui apparaît ainsi comme la nouvelle ligne de front. Le témoignage de nos envoyés spéciaux Philippe Rochaud et Frédéric Vassor. Cette manifestation d'écolières en voile, c'est la colère au quotidien des habitants du sud Liban contre la présence de l'armée israélienne. Nous sommes dans un village de musulmans chiites et c'est au nom de Dieu qu'on réclame ici le départ des Israéliens. Dans la mosquée décorée de portraits de Khomeini, les villageois se sont mobilisés. La nuit passée, dans ce village, une patrouille est venue et les soldats ont emmené 4 personnes pour les interroger. L'incident est révélateur de la tension qui ne cesse d'augmenter au Liban Sud entre la population et les soldats israéliens. Dans cette montagne du Djebel Hamel, on est au sud Liban et pas chez les sionistes. Nous allons nous battre contre les Israéliens par tous les moyens afin qu'ils quittent notre pays. L'armée israélienne a sensiblement renforcé ses contrôles sur les routes du Liban Sud depuis l'attentat de Tyr et surtout depuis la libération des prisonniers palestiniens du camp d'Ansar. 300 détenus libérés vivent encore ici et les attentats ont augmenté depuis l'échange des prisonniers. Ici, c'est plus qu'une frontière que les Israéliens ont installée entre le sud Liban et le reste du pays. Pour traverser en voiture, il faut des heures et parfois des jours, alors on préfère passer les contrôles à pied, mais tout le monde est fouillé. Les Israéliens doivent ainsi affronter la colère croissante des populations du Liban Sud. Je comprends que ce n'est pas le système le plus facile pour la population libanaise. Néanmoins, je crois que la vie en Liban, depuis 1975, quand l'OLP est entré dans le Liban, la vie n'était jamais normale ici. Et j'espère que la population libanaise comprend que nous faisons tout pour le faire le plus facile que possible. L'interminable attente des camions au contrôle israélien bouleverse toute la vie économique de la région, fondée sur l'exportation des agrumes. Les transports ont augmenté de 200%. 15 000 ouvriers agricoles qui font la navette entre Beyrouth et le Liban Sud sont menacés de chômage et les camionneurs attendent des jours entiers au contrôle. Voilà 5 jours que je dors ici et je n'ai pas d'autorisation pour passer au sud.
Mais vous ne saviez pas qu'il fallait un permis? Au début, on m'a dit que seuls les taxis avaient besoin d'un permis, mais pas les camions. Le renforcement des contrôles israéliens a fait perdre 50 millions de dollars au Sud-Liban en un mois. Et pendant que les Libanais piétinent au contrôle, les Israéliens écoulent leurs propres produits vers le Liban Sud. Jamais la population libanaise n'aura autant dénoncé l'occupation israélienne. Oui, puis j'apprends à l'instant qu'une explosion a détruit un supermarché dans la partie ouest de Beyrouth. On ignore pour l'instant si l'explosion a fait des victimes. L'avion hebdomadaire d'Iranair qui quitte Paris le jeudi à destination de Téhéran transportera vraisemblablement demain les 5 étudiants iraniens assignés à résidence depuis 5 jours à Reims. Ils ont été interpellés, je vous le rappelle, vendredi à la suite de la fermeture du centre islamique de Paris. Sylvie Marion. Les 5 étudiants interpellés vendredi à la suite de la fermeture du centre islamique ont été acheminés vers Reims, où ils sont gardés nuit et jour depuis samedi par des CRS, ici, à l'École nationale de police, dont les locaux étaient vides en raison des congés de fin d'année. Séquestration arbitraire, déclarent leurs avocats qui ont déposé plainte. Ils ont dit que la France était un pays de liberté, qu'il n'y avait pas de raison de les arrêter dans des conditions semblables. Assignation à résidence normale, répond le ministère de l'Intérieur. L'administration est autorisée à faire résider dans un lieu assigné tout étranger expulsé du territoire lorsqu'il est dans l'impossibilité de le quitter immédiatement. Les autorités avaient estimé que les activités du centre islamique étaient détournées de leur vocation et que les réunions qui y tenaient ces étudiants étaient plus politiques que culturelles. Or, il fallait attendre l'avion hebdomadaire d'Air Iran qui quitte Paris à destination de Téhéran le jeudi, c'est-à-dire demain. Les étudiants iraniens ont pu recevoir aujourd'hui la visite de leurs parents et de leurs amis. 6 Iraniens, 3 étudiants et 3 diplomates ont déjà quitté le territoire. Les 3 diplomates français qui, en riposte, avaient été priés de quitter l'Iran ont regagné Paris lundi soir. La guerre du lait, qui oppose la Grande-Bretagne à la France, n'aura décidément pas respecté la trêve des confiseurs. Et les producteurs normands semblent aujourd'hui bien décidés à mettre l'Angleterre au pied du mur, après le refus des autorités britanniques de laisser rentrer sur leur territoire une cargaison de 21 000 litres de lait français de longue conservation. D'ailleurs, vous vous souvenez certainement que ce refus avait amené les agriculteurs normands à manifester le 7 décembre dernier devant le palais de Buckingham à Londres. Et aujourd'hui, à défaut de manifester à nouveau, eh bien, ils ont décidé d'envoyer un second chargement de plus de 22 000 litres de ce lait qui ne plaît pas apparemment à nos cousins d'outre-Manche. Alain Doubesky. Les Français consomment 3 milliards de litres de lait par an, les Anglais 6 milliards de litres. On comprend mieux la volonté farouche des producteurs normands. Marché intéressant pour eux, ils veulent vendre du lait outre-Manche. Mais les Anglais se barricadent. Il y a de l'eau dans votre lait, affirme-t-il. Les producteurs normands répliquent en brandissant des attestations officielles françaises, établissant que leur lait n'est pas mouillé. L'Union laitière normande récidive aujourd'hui, elle se sent forte de son bon droit. La Cour européenne de Luxembourg lui a donné raison en février dernier. Ainsi, 22 600 litres de lait parviendront à New Haven demain matin. Mais, d'après les responsables normands, ces boîtes de lait ont à nouveau toutes les chances d'être interdites à la vente par les autorités britanniques. Oui, les Britanniques ont en tout cas le sens du paradoxe. L'un de leurs passe-temps favoris, au moins pour le monde politique, consiste en effet à dénoncer le marché commun agricole et ce qu'ils appellent les privilèges accordés aux agriculteurs français. Et pourtant, savez-vous ce qu'a fait un journal britannique spécialisé dans ces problèmes? Il a tout simplement acheté une ferme en Normandie, histoire de voir comment cela se passe chez nous. Le ver est mis, l'homme est anglais, Tim Green, son chien Tweed est écossais, mais le décor n'est pas le Yorkshire, nous sommes dans l'Orne sur les 90 hectares de la ferme de Wimer, à 4 km de Vimoutier. Meilleur héritage que moi, ce chien. Plus intelligent aussi. À la tête de 70 moutons et de 100 vaches laitières, Tim Green, agriculteur du Cheshire, est arrivé ici il y a 2 mois pour devenir le chef de culture d'une exploitation louée pour 18 ans. Un fermage unique en son genre, son symbole vaches françaises et écossaises mangent le même foin. Sa réalité, la ferme de Wimer, est une enclave dans les tensions de l'Europe verte. Elle est déjà la ferme d'un certain rapprochement. Il
est souhaitable qu'on évite d'abord des malentendus. Et il est probable qu'ici, de cette façon-là, on en évitera déjà une certaine dose. Ici, le lait et le mouton, terrain chaud entre la France et l'Angleterre, vont devenir source d'échanges et de comparaisons. Celles-ci alimenteront d'abord les colonnes du premier journal agricole anglais, Farmers Weekly, déjà propriétaire de 4 fermes outre-Manche. Wimmer, c'est une idée et un investissement de Farmers Weekly, dont les chefs de culture sont salariés. Les dédales de l'Europe agricole ne sont pas le seul prétexte à cette initiative. The French government spends much more on research in agriculture. Le gouvernement français dépense beaucoup plus d'argent que le nôtre en matière de recherche agricole. Nous pensons donc qu'il y aura des choses que nous pourrons apprendre. Nous pensons qu'il est très important de montrer que tous les paysans d'Europe sont solidaires. Il y a assez de problèmes comme cela en provenance de Bruxelles sans que les paysans se combattent entre eux. Nous avons déjà un grand éventail d'intérêts de la part de nos lecteurs. Beaucoup d'entre eux sont des agriculteurs et nous demandent déjà quand ils pourront venir en France pour voir cette expérience de Wimmer. Et peut-être pour voir et apprécier la première réussite de Tim Green sur un produit régional, le fameux Livaro. C'est de lait de Wimmer. C'est très spécial maintenant. Pour vous, ça va être facile de travailler en France? Ça va être facile? C'est pareil. Les vaches sont pareilles. Le thé, c'est pareil. C'est le même problème. Pour moi, c'est différent, mais les vaches sont vaches. Il y a une jambe à chaque coin, ça c'est tout. Serein, Tim Green. Et avec lui, toute sa petite famille, en attendant les premiers vrais résultats au printemps prochain. Résultats qu'il faudra compter non plus en livres, mais en francs. Défense et illustration du Livaro. À Paris, la bourse termine l'année en beauté avec d'abord un nouveau repli du dollar aujourd'hui qui a coté un peu plus de 8 francs 41 contre 8 francs 44 hier. Et surtout, une nouvelle hausse des valeurs françaises, plus de 0,6%. Une bonne nouvelle qui n'est pas pour autant une surprise puisque la bourse de Paris apparaît à la fin de cette année comme la championne du monde pour l'année 1983. Philippe Sassier. Vous avez confié ce billet de 100 francs il y a un an à la Bourse de Paris. Aujourd'hui, vous avez un billet de 50 francs supplémentaires. En effet, pendant toute cette année, le bas de laine des boursiers s'est gonflé de 50%. Cela représente 100 milliards de francs en plus. Pendant toute cette année, c'est vrai, les bourses dans le monde entier ont battu des records. Mais le champion du monde, ce n'est pas Wall Street du libéral Reagan, c'est le palais Brognard du socialiste Mitterrand. Il y a de quoi perdre son latin, d'autant plus qu'en 2 ans et demi, la Bourse de Paris a augmenté 2 fois plus que pendant tout le septennat précédent. Certains titres ont pulvérisé la moyenne générale. Au début du mois de décembre, Sommer Alibert avait grimpé de 250%, Gévelot de 390%, Pernod de 190% et Silor de 172%. Voici les raisons. L'immobilier marche nettement moins bien et les investisseurs ont cherché d'autres placements, en particulier la bourse. Déposer de l'argent en banque sous forme de bons de caisse notamment est devenu pour les épargnants importants moins intéressant. Ils ont massivement quitté leur banquier pour un agent de change. Les nouvelles règles fiscales font que l'on recherche davantage la plus-value que le revenu. Les cours montent à la Bourse de Paris, mais la rentabilité des actions diminue. Certains investisseurs étrangers, américains notamment, ont acheté les valeurs françaises qui leur paraissaient attrayantes. Et puis, les boursiers ont bien accueilli le plan de l'or de mars 1983. Mais il ne faut pas oublier non plus, lorsque l'on cherche à expliquer ce phénomène, que la Bourse de Paris est un tout petit marché où une forte demande se traduit par un fort appel d'air. De fait, le marché est très réduit et notamment ce qu'on appelle le flottant, c'est-à-dire ce qui est disponible sur le marché et qui représente à Paris un petit peu moins de 20% de la capitalisation boursière de la seule IBM à New York. Et si vous voulez, les investisseurs, notamment institutionnels, ont donc recherché sur ce flottant les entreprises de meilleure qualité. Et les entreprises qui étaient de meilleure qualité étaient en outre des sociétés qui travaillaient en général à l'extérieur de la France pour 30 à 50% de leur chiffre d'affaires. C'est celles-ci qui ont énormément profité de la hausse de Paris. Il ne faudrait pas croire que la bourse est une bonne fée penchée sur les tirelires comme d'autres sur le berceau des petits-enfants. Il y a les mauvais chevaux à la Bourse de Paris, ce que la crise fait boiter dans la sidérurgie, les chantiers navals, les travaux publics. Ainsi, on voit Manurin perdre 60%, Poquelin dégringoler de 37%,
s'assilore de 80%. Et la question vient naturellement aux lèvres, quel sera le cru 1984 ? Les très très belles affaires qui ont eu une brillante carrière en 1983 et qui ont pour point commun d'être des affaires bien gérées, des affaires qui ont une bonne situation financière ainsi qu'une diversification géographique et donc monétaire, ce qui amène ce que certains spécialistes appellent l'effet de l'art, pourraient revoir la même situation en 1984. Ceci étant, il y a très certainement lieu d'être beaucoup plus prudent à l'aube de 1984 qu'en 1983. En effet, les principaux marchés financiers et la Bourse de Paris se retrouvent à un niveau qui est à peu près comparable et dont on ne peut pas dire qu'il soit particulièrement bon marché. Ceci étant, il y aura toujours des exceptions, il y aura toujours des possibilités de voir des affaires particulièrement bien tirer leur épingle du jeu. Le développement du marché financier est spectaculaire. Cette année, le volume des obligations représentera environ 200 milliards de francs. Mais les observateurs lancent quelques conseils de prudence. Les épargnants pourraient s'essouffler. Un phénomène de prise de profit, c'est-à-dire de vente pour encaisser ses bénéfices, n'est pas à exclure. En tout cas, si la politique ne se fait pas à la corbeille que vous voyez ici et qui depuis plus d'un siècle symbolise la Bourse de Paris, la corbeille sait parfaitement se faire à la politique. Et deux sondages sont par ailleurs intéressants. Le premier est publié par Magazine Hebdo. Il indique que la majorité des Français pensent que l'année 84 sera plus mauvaise que l'année 83, notamment sur le plan économique. Cela dit, une majorité de personnes interviewées pensent que l'année 83 n'a été ni bonne ni mauvaise. L'autre sondage est publié par Paris Match. On y apprend que si les Français sont plus nombreux à être mécontents de leurs dirigeants à la fin de cette année, eh bien, ils donneraient quand même la majorité à la gauche s'il y avait des élections. La gauche l'emporterait par 49,5% contre 47,5% à l'opposition. Triomphe de l'Australie en Coupe Davis. Après 6 ans de régime, les Australiens ont récupéré la coupe la plus prestigieuse du monde, du beau spectacle et un grand moment pour l'Australien Pat Cash qui venait de tomber le Suédois Nyström par 6-4, 6-1, 6-1. Roger Zabel. Un drapeau qui frissonne. L'Australie, grâce à Pat Cash, 18 ans, va récupérer la Coupe Davis qui a quitté le 5e continent il y a 6 ans. Joachim Nyström n'est plus qu'un mince dernier espoir suédois. Cash a gagné les 2 premiers sets 6-4, 6-1 et mène 5-1 dans le 3e. Pat Cash, acharné, efficace et aussi spectaculaire. Un Australien sur 15 joue au tennis et aucun des 4 joueurs de l'équipe de Coupe Davis ne figure parmi les 10 premiers mondiaux. Et pourtant, Cash, Fitzgerald, McNamee et Edmondson sont aujourd'hui les nouveaux héros de Sydney. Une victoire qui vient enrichir un palmarès déjà fort bien garni et je crois que l'on peut dire que l'année 83 aura été en sport l'année de l'Australie. Et d'ailleurs, le sport n'était pas seul à la fête. Premier succès de l'année australienne, l'histoire mouvementée d'un journaliste amoureux, ça arrive, d'une diplomate britannique. Le journaliste c'est Mel Gibson, on est loin de Mad Max. Le réalisateur de ce film primé au Festival de Cannes, c'est Peter Weir. Le titre de ce film, L'année de tous les dangers. De tous les succès, devrait-on plutôt dire, avec Robert de Castella, qui entre le premier sur le stade d'Helsinki à l'arrivée des championnats du monde d'athlétisme. Le vainqueur d'un marathon est toujours un héros. Robert de Castella devient le champion du monde des héros. L'Australie peut bondir de joie. Elle rebondit de joie, l'Australie, lorsque le 26 septembre dernier, John Bertrand, à la barre d'Australia 2, s'en va prendre à Newport le plus vieux trophée du nouveau continent. Après 132 ans de régate sans défaite américaine, l'America Cup devient l'Australia Cup. Les Australiens sont d'excellents marins, mais aussi d'astucieux techniciens. Le secret de la victoire était caché dessous. Mais moins prestigieuse, mais plus originale, la victoire de Joe Record, un nom prédestiné dans cette épreuve de La Rochelle, où il faut courir pendant 6 jours et 6 nuits. À l'arrivée, 868 km parcourus, des muscles tétanisés et une pancarte dont le texte est incomplet. Remember Australia 2, oui, mais Remember aussi Festival de Cannes, Helsinki et Coupe Davis. Il y a un quartet demain à Vincennes dans le prix de Bar-le-Duc. Voici les pronostics de Pierre de Bresse. Le 20, le 19, le 15, le 16,
le 7, le 2, le 10 et le 11. Il y a un non partant qui est le 9. Et puis, il y avait un tirage du loto aujourd'hui. Voici donc les résultats. Le 5, le 20, le 33, le 35, le 40, le 45, avec comme numéro complémentaire le 30. La météo maintenant avec Brigitte Simonetta et une France à nouveau coupée en deux. Eh oui, et c'est la situation météorologique classique. Il semble même que le temps soit immobile. Rien ne change, rien ne bouge. Et la carte pour demain, vous la connaissez bien. Un temps couvert et humide de la Manche aux Ardennes, nuageux de la Bretagne au Jura. Et partout ailleurs, après dissipation du brouillard matinal, il fera beau. Le baromètre cependant baisse très légèrement. Le thermomètre reste stable. Moins 1 degré cette nuit à l'est et au centre. De 8 à 12 degrés demain sur la moitié nord et de 8 à 18 degrés tout de même sur la moitié sud. Nous serons le jeudi 29 décembre. Le soleil se lèvera à 8h46, se couchera à 16h59. Ce sera la Saint-David. Une journée où vous pourrez vous mesurer à plus fort que vous, mais à vos risques et périls. Fin de cette édition. Vous retrouverez Hervé Claude à 23h15 avec deux invités gourmands. Il s'agit de Pierre Perret qui amènera un de ses amis, Roger de la Venne, restaurateur à Bougival. Et je vous conseille d'avoir dîné avant de les écouter. Demain, 12h45, Antenne 2 midi. C'est la vie à 18h30. Je vous souhaite une excellente soirée sur Antenne 2.